Dans cette partie, nous allons voir la notion du volume normal, c'est-à-dire l'application de la loi des gaz parfaits pour calculer un volume dans les conditions normales. Les conditions normales sont connues par les valeurs de pression et de température, respectivement de 1 atmosphère et de 0 degré Celsius. Il faut bien noter que la traduction de l'arabe au français porte beaucoup d'ambiguïté. Alors en arabe, en français, on trouve la même traduction pour deux choses différentes en arabe. En arabe, on dit shurut al-adiyya, dont la traduction est condition normale, et ashurut al-nidamiyya, dont la traduction est aussi condition normale. Concernant shurut al-adiyya, c'est les conditions de l'environnement réel. C'est la température réelle mesurée dans laquelle vous vous trouvez et la pression réelle. Donc, sa traduction juste, ce n'est pas les conditions normales, c'est les conditions environnementales ou bien les conditions ambiantes, de l'environnement ambiant. Par contre, la traduction juste de shurut al-nidamiyya, c'est les conditions normales connues par une atmosphère et 0 degré Celsius. Il y a aussi une autre condition, c'est la condition standard dont la traduction est en arabe, il y a shurut al-ayyariyya ou al-qiyasiyya. C'est les conditions fixées par l'Organisation internationale de normalisation, ISO, et elle est fixée à une atmosphère et 25 degrés Celsius. On verra dans le chapitre de thermochimie, on va travailler sur des propriétés thermochimiques de la matière et on verra un peu plus sur ces conditions standards. Maintenant, concernant la condition normale, on va essayer de calculer les propriétés d'un gaz parfait dans les conditions CNTP. Prenons un exemple, une enceinte de 100 litres et nous allons calculer le nombre de moles contenus dans cette enceinte pour deux états différents. Chaque état est défini par une pression, une température, la première de 50 bars de 30 degrés Celsius, la deuxième de 10 bars et de degrés Celsius. Donc si on applique la loi, donc nous avons le nombre de moles, la pression multipliée par le volume sur le constant des gaz parfaits, la température, on convertit les pressions en pascal, multipliant par 10 puissance 5, et le volume en mètre cube, divisé par la constante universelle des gaz parfaits, multiplié par la température convertie en Kelvin. Et on trouve pour le premier état 1, le nombre de moles 1, 198,4 moles. Nous effectuons la même opération pour le deuxième état, où nous retrouvons 42,5 moles. Donc là, ce qu'on peut remarquer, c'est que ce nombre de moles varie en fonction de la température et la pression pour un même volume. C'est-à-dire, c'est lorsque on donne un volume de gaz, on doit préciser sa température et sa pression. Ça dépend de la température et de la pression. Alors, pour aider les industriels à éviter à chaque fois de se rappeler de la température et des pression, parce qu'on veut donner un volume, et ça concerne beaucoup plus les rejets atmosphériques, donc on essaye de calculer le volume des gaz dans des conditions de référence, conditions communes, qui est la condition normale de 1 atmosphère et 0 degré Celsius, définie comme ceci. Donc le volume normal, c'est le volume qu'occuperait le gaz s'il était ramené aux conditions normales de température et de pression. 1 atmosphère et 0 degré Celsius. Donc le volume normal s'exprime en normomètre cube et non en newton. Faites attention, on lit normomètre cube. Et comme exemple, nous prenons un réservoir de 7 normomètres cubes. Donc là, c'est un volume dans les conditions normales. L'idée, c'est de calculer le nombre de moles
dans ce réservoir, dans ce volume. Et à partir de ce nombre de moles, on essaiera de calculer le volume réel, bien mesurable du réservoir. Donc nous connaissons tous cette valeur-là de 22,4 litres qu'on appelle le volume molaire. Alors, ça signifie quoi? C'est le volume d'une mole dans les conditions normales. Si vous faites une petite application, pour une mole, n égale 1, et pour une pression d'une atmosphère et pour une température de 0 degré Celsius, si vous calculez le volume, vous trouvez 22,4 litres. C'est le volume molaire. On oublie toujours de dire qu'il est dans les conditions normales, c'est-à-dire shurut an-nidami. Donc en connaissant cette valeur, si on divise le volume donné par ce volume molaire, on retrouve le nombre de moles. Et en utilisant la loi des gaz parfaits, connaissant la température, la pression après conversion, des bars en pascal et la température en Kelvin, on calcule le volume réel. Nous prenons un autre exemple, soit une bouteille d'azote d'un volume de 100 litres, la pression dans la bouteille est de 200 bars et la température elle est de 15 degrés Celsius. Donc l'opération est l'inverse de l'exemple 1. On essaye de trouver le volume normal équivalent. Sachant que on se place dans les conditions réelles, bien dans les conditions normales, le nombre de moles ne change pas, il reste fixe. On va faire quoi? On va essayer de mettre une équivalence d'équation. L'équation des gaz parfaits dans les conditions réelles, donc, dans la quatrième ligne, vous lisez N égale PV sur RT et qui égale PV sur RT dans les conditions normales. Connaissant la température normale, la pression normale, les conditions réelles, sans que je puisse calculer le nombre de moles dans le gaz, je déduis directement le nombre de volume normal du gaz. Cette notion de volume normal est souvent liée à la notion des débits, comme on s'intéresse au rejet atmosphérique, et dans la plupart des cas, on communique les rejets atmosphériques par débit volumique ou bien débit de volume normal. Alors débit, c'est tadaffuq en arabe, et on va voir qu'est-ce que ça signifie. Alors, si on prend un conduit ou bien une tuyauterie dans laquelle s'écoule un fluide entre un intervalle de temps delta t, alors le débit, en fait, c'est la quantité de matière, ou bien de masse, ou bien le volume qui s'écoule entre pendant cet intervalle de temps dans ce conduit. Alors on pourrait par la suite définir que ce débit-là, c'est la dérivée de la grandeur par rapport au temps. Là, on voit bien qu'on pose des points pour signifier que c'est une dérivée première. On peut, pour une variation alimentaire, remplacer les dérivés par la variation de volume, par la variation du temps, et l'unité du débit volumique est donnée par mètre cube grand. On fait de même pour le débit massique et pour le débit molaire. Par ailleurs, on peut lier les trois débits en utilisant la masse molaire, et on passe du débit massique au débit molaire et aussi au débit volumique en utilisant la masse molaire et la masse volumique. Ici, on prend la loi des gaz parfaits, permettant d'établir une relation entre la quantité qui passe à travers la surface
fonction du volume qui passe à travers la même surface pendant le même intervalle temps. Et si on divise par cet intervalle de temps, on obtient une loi des gaz parfaits en fonction du débit. Donc, on lit la pression multipliée par le débit volumique égale le débit molaire multiplié par la constante universelle des gaz parfaits multiplié par la température. On peut aussi établir la relation en fonction du débit massique en faisant intervenir la masse molaire. Et si on fait intervenir la masse molaire, donc on a la pression, produit débit volumique égale le débit molaire que je remplace par le rapport entre débit massique et masse molaire, fois RT. Et si je reprends le grand R sur la masse molaire, ça me donne le petit r sur le membre de droite. C'est le grand R, c'est la constante universelle des gaz parfaits. Elle est la même pour tous les gaz, pour toutes les espèces. Et petit r, c'est la constante des gaz parfaits correspondant au gaz solitude. Donc elle varie d'un constant à un autre. Il y a une propriété physique concernant les débits, c'est la conservation. Si je prends un conduit, à l'entrée, un fluide a les débits molaires, massiques et volumes correspondants, et ce fluide sort de ce conduit avec un débit molaire, un débit massique et un débit volumique. Vous remarquez que cette notion de débit s'applique que pour les systèmes ouverts. Les débits sont utilisés pour étudier les systèmes ouverts, et non les systèmes fermés. Et pour le système ouvert, l'état initial, c'est l'état d'entrée. Et l'état final, c'est l'état de sortie. Sachant que le système il est en régime permanent, c'est-à-dire les grandeurs dans le système ne varient pas avec le temps. Il n'y a pas de réaction chimique. Alors qu'est-ce qu'on remarque? Que le débit massique en sortie égale le débit massique en entrée, le débit molaire N2 à la sortie égale le débit molaire à l'entrée N1. Par contre, le débit volumique à la sortie V2 est différent du débit volumique V1. Ceci dans le cas où la section de sortie est différente de la section d'entrée. Mais si la section d'entrée et la section de sortie ont le même diamètre, il y a la même section, il y a la même surface, pardon, donc on obtient le même débit volumique. Donc c'est le débit volumique dépend en particulier des diamètres des tuyauteries, bien des surfaces des sections. Donc on peut conclure que à corps passe gaz, il est compressible et dilatable, et qu'en régime permanent et en l'absence de réaction chimique, les débits massiques et molaires se conservent, mais ce n'est pas le cas pour les débits volumiques. On prend un autre exemple, il s'agit des vannes de détente. Donc cette vanne de détente, le principe, c'est de réduire la pression d'un fluide entrant. Et donc, comme résultat, la pression de sortie P2 est inférieure à la pression d'entrée P1. La température de sortie T2 supérieure à la température T1. Le débit molaire et massique sont conservés. Et pour cette application, on déduit que le débit volumique est différent. Là, c'est un autre cas. On retrouve un débit volumique qui est aussi différent. Donc la conclusion, c'est que lorsqu'on utilise un débit volumique, il faudra toujours préciser la température et la pression. C'est la deuxième conclusion.
On a vu dans le début de cette partie de cours que lorsqu'on parle de volume, on donne toujours la température et la pression. Et lorsque on utilise la notion de débit, on doit toujours préciser la température et la pression. Cette notion s'applique aussi pour les conditions normales lorsqu'on utilise un débit volumique dans les conditions normales. Vous avez le nombre mètres cubes par seconde comme unité. Dans la partie qui suit, nous essayons de formuler la loi de gaz parfait pour des mélanges. Là, elle est simple. Si je mélange un gaz parfait, par exemple de l'oxygène, avec un autre gaz parfait, supposons que c'est de l'azote, est-ce que j'obtiens un comportement de gaz parfait? Et là la question. Il faut que j'obtienne un comportement de gaz parfait du mélange pour que je puisse supposer que l'équation des gaz parfaits, l'équation d'état, est valable. Et ce comportement de gaz parfait du mélange est basé sur des hypothèses aussi, c'est-à-dire que si je mélange les deux gaz, il n'y aura pas de choc entre particules, il n'y aura pas d'interaction intermoléculaire de répulsion et d'attraction du type de Van der Waals entre les particules, et les chocs des particules sur les parois seront considérés comme élastiques, et les molécules auront des diamètres, seront des sphères, sont considérées comme des sphères non dures avec des diamètres presque nuls ou bien nuls. Dans ce cas-là, je considère que le mélange est un gaz parfait. Et là, je peux utiliser la loi de gaz parfait pour caractériser ses propriétés. Donc, comme conclusion de cette hypothèse, on peut calculer le nombre total de moles du mélange, qui est le nombre de moles de chaque constituant, et on peut calculer aussi le titre molaire, qui est le rapport du nombre de moles du constituant sur le nombre total du mélange. Alors, il faudra faire attention concernant cette définition. On avait précédemment dans les transitions de phase liquide-vapeur la notion du titre en vapeur. Pour rappel, le titre de vapeur, c'est le rapport entre la masse de la vapeur sur la masse du mélange à l'équilibre pendant la transition liquide-vapeur. Il s'agit d'un corpus. Là, il s'agit, dans le cas des gaz parfaits, d'une fraction molaire et non massique, d'accord? Et c'est la fraction entre le rapport entre le nombre de moles du constituant 1 sur le nombre total du mélange. Et bien évidemment, on peut déduire que la somme des fractions molaires est égale à 1. Comme exemple, nous prenons un mélange de 12 moles de méthane et de 7 moles d'hydrogène. On calcule les fractions molaires du méthane, 12 sur la somme du nombre de moles, et on obtient la même chose pour l'hydrogène. Et la somme, 0,63 plus 0,37, ça donne 1. Pour l'exemple suivant, nous avons de l'air sec composé de l'oxygène et de l'azote. Nous avons comme donné la teneur en mol de l'oxygène, qui est donnée de 20%. La question, c'est combien de moles y a-t-il de chacun des corps dans 3 nanomètres cubes d'air. La question, c'est le nombre de moles d'oxygène et d'azote dans le mélange. On a deux données. On a la proportion de l'oxygène dans le mélange et le volume total de l'air dans les conditions normales. Alors c'est simple, les 20%, ce sont la fraction molaire de l'oxygène.
le calcul commence d'abord par calculer le nombre de moles total du mélange. Nous connaissons le volume molaire dans les conditions normales. 0,0224 mètres cubes, bien normomètre cube. Donc si on divise 3 le volume du mélange sur le volume molaire, on obtient 134 moles, qui est le nombre de moles du mélange gazeux. Maintenant, si on connaît la fraction molaire, bien le titre molaire de l'oxygène qui est 0,2, on peut déduire facilement la fraction molaire de l'azote qui est 1 moins 0,2, donc c'est 0,8. Par la suite, on déduit le nombre de moles de l'oxygène en multipliant le titre molaire de l'oxygène par le nombre de moles total, 134, et on retrouve 26,8 moles. De même, on calcule le nombre de moles de l'azote en multipliant sa fraction molaire 0,8 par le nombre total de moles du mélange 134 et on retrouve 107,2 moles. De cette définition, on définit une loi de gaz parfait du mélange par l'équation suivante. La pression totale du mélange multipliée par le volume total du mélange égale le nombre total du mélange multiplié par la constante universelle des gaz parfaits, elle ne change pas, multiplié par la température totale. De la notion des mélanges de gaz parfaits et des fractions molaires, nous nous intéressons à la notion de la pression partielle. Mais commençons d'abord par rappeler la définition de la pression. Alors la pression, nous savons que c'est le rapport des forces par surface, c'est-à-dire elle traduit les chocs de particules sur les parois. C'est-à-dire, plus il y a de chocs sur les parois, plus la pression est importante. Moins il y a de chocs sur les parois, moins la pression est importante. C'est-à-dire, si on l'explique d'une autre façon, plus il y a de particules dans un réservoir, plus la pression est importante. Moins de particules, moins de pression. Et donc, on définit cette pression totale si on a un mélange. Il est constitué de plusieurs constituants. La pression du mélange, la somme des chocs des différents constituants. C'est-à-dire, c'est la somme des pressions de chaque constituant. Chaque constituant est responsable d'une pression, appelée pression partielle, et la somme de ces pressions partielles nous donne la pression du mélange. Par exemple, vous avez le réservoir constitué de 3 particules, P1, P2, P3. Chacune est responsable d'une pression P1. Le mélange se trouve à son volume du mélange, la température et la pression du mélange. Alors, quelle est la définition exacte de la pression partielle? C'est que j'isole une particule, un constituant, dans le même volume du mélange, dans la même température du mélange. La pression qui exerce ce constituant sur les parois, c'est elle, la pression partielle. Maintenant, si je rajoute une autre particule dans le même récipient, tout en gardant le volume du mélange, la température, là, je vais augmenter petit à petit la pression du mélange jusqu'à ce que j'arrive à la pression du mélange. Alors, par définition, la pression partielle d'un constituant du mélange et la pression qu'aurait ce constituant si à la même température il occupait seul tout le volume du mélange. J'essaye de faire en arabe.
الضغط المزيج ما هو إلا مجموع الضغوط الجزيئية للجزيئات المكونة له. Donc on connaît déjà que الضغط ما هو إلا قوى تصادم الجزيئات مع الجدران. Donc كلما زادت عدد التصادمات الجزيئات على الجدران كلما زاد الضغط. بمعنى آخر كلما زدنا الجزيئات في الوعاء كلما زادت الضغط. دونك معنى أن الضغط الكلي ولا ضغط المزيج ما هو إلا مجموع الضغوط المسؤول عنها كل عنصر المكون المزيج. Donc, si je prends l'exemple du réservoir, donc عندنا وعاء فيه 3 عناصر، مجموع الضغوط المسؤول عنها كل عنصر تعطينا الضغط المزيج. والضغط الجزئي c'est-à-dire la partielle هو الضغط المسؤول عنه العنصر P أو 1 أو 2 لكن في نفس شروط المزيج من حيث الحجم ودرجة الحرارة. Et donc on pourrait écrire le système d'équations suivant qu'on appelle les équations partielles et l'équation du Q. La première équation partielle me donne la pression partielle du constituant 1 multiplié par V, le volume du mélange, égale le nombre de moles du constituant 1 fois la constante universelle des gaz parfaits fois la température du mélange. La même chose pour les autres constituants. Et si on additionne ces équations, vous avez le volume du mélange, vous pouvez le sortir en facteur, et vous avez sur le membre de gauche la somme des partielles qui vous donne la pression du mélange. Sur le membre de droite, vous sortez en facteur R et T, et vous avez la somme des nombres de moles du constituant et qui nous donne le nombre total des mélanges. Alors, cette définition est le cœur même de la loi de Dalton. Alors, cette loi de Dalton nous permet à lier la pression partielle d'un constituant avec sa fraction molaire. Avec la même expérience précédente des réservoirs, donc si on divise l'équation partielle sur l'équation du mélange, on obtient un rapport P1 sur P, pression partielle sur la pression du mélange, qui est égal le nombre de moles du constituant sur le nombre total, et qui est égal à la fraction molaire. Nous pourrons faire la même chose pour les autres équations partielles, jusqu'à ce que nous arrivons à l'équation partielle de P, constituant P. Et de là, on a cette définition que vous remarquez sur le système d'équations en blanc, avec un fond blanc, où la fraction molaire du constituant est donnée soit par le rapport molaire ou bien le rapport de pression. Donc soit nous avons la fraction molaire et on peut calculer la pression partielle en connaissant la pression du mélange, ou bien en connaissant la pression du mélange et la pression partielle du constituant, on peut calculer la fraction molaire et par la suite le nombre de moles du constituant. Cette loi de Dalton est appliquée exclusivement pour les systèmes fermés lorsqu'on s'intéresse à étudier par exemple les moteurs à 2 temps, bien à 4 temps, des voitures faisant appel à plusieurs constituants concernant les gaz de combustion. Donc la pression partielle d'un constituant d'un mélange gazeux est égale au produit du titre molaire de ce constituant par la pression totale. Un autre cas, qui est aussi une application de la notion des mélanges et de la pression partielle,
c'est la pression partielle de la vapeur d'eau dans l'air. Et on va lier cette notion avec le principe d'évaporation, bien avec le principe d'équilibre liquide-vapeur qu'on a vu dans le chapitre précédent. Nous allons faire une expérience que vous pouvez faire chez vous. Essayez de placer un récipient d'eau ouvert, c'est-à-dire la surface libre de l'eau elle est en contact avec l'air, dans une chambre, dans une salle, ça peut être votre cuisine par exemple. Et donc forcément la pression exercée sur la surface libre de l'eau c'est la pression atmosphérique et la température de l'eau c'est la température ambiante. Donc, le système il est tellement trop petit que ses propriétés physiques ils les prennent du milieu extérieur. Donc sa température elle est égale à la température extérieure et comme on est en fin d'hiver, la température ambiante actuelle en moyenne elle est de 20 degrés. Bon, qu'est-ce qu'on observe? Après, à un moment donné, on observe que la masse d'eau diminue. Et si on la laisse, plus on la laisse, plus la masse d'eau diminue dans le récipient, jusqu'à ce qu'elle disparaisse avec le temps. On peut déduire que l'eau liquide, il est passé d'une phase liquide à une phase vapeur qui va se retrouver dans l'air. Cette opération, ce phénomène, est appelé évaporation, certainement. Mais le truc particulier, c'est que cette évaporation, ou bien tabr, est réalisée en dessous, à une température inférieure à la température d'ébullition. يعني الطبخ تاعنا يحدث في درجة حرارة في 20 درجة وما يحدثش في درجة الغليان. On connaît que la température d'ébullition de l'eau pure après une pression atmosphérique est de 100 degrés. Mais le phénomène observé ici, c'est qu'il y a une évaporation inférieure à 100 degrés. Entre parenthèses, ce phénomène-là, vous pouvez le voir dans le TP2 de thermodynamique que vous faites cette année en accompagnant ce cours-là. Et donc, il faudra expliquer ce phénomène-là. On va essayer de refaire l'expérience et posons les conditions. Donc d'abord, on a dans la chambre de l'air sec à une température de 20 degrés Celsius et on a ce réservoir contenant de l'eau à l'état 1. Sachant que l'air sec, l'air est considéré comme un gaz parfait, donc la quantité d'eau est nulle, le nombre de moles NO est 0, par conséquent la fraction molaire, la fraction de l'eau dans l'air, dans le mélange est nulle, YO égale 0. Et par définition, la pression de mélange, c'est la somme des pressions partielles de tous les constituants, et comme l'eau peut être un constituant de l'air, et comme sa fraction molaire est nulle, sa pression partielle aussi elle est nulle. Ça, c'est à l'état initial. L'eau liquide a une température pareille de 20 degrés Celsius à l'équilibre, et la quantité de matière, c'est N0. Alors, ce qui se passe, c'est que au niveau de la surface libre de l'eau, il y a une force qui s'exerce par les molécules d'eau qui veulent quitter le liquide pour aller vers l'air. Cette force, elle est appelée tension de vapeur. Nous, on la connaît aussi par de la pression de vapeur, P0O. Et on sait que cette pression de vapeur, elle dépend de la température. Alors, des tables de vapeur, vous pouvez aller vérifier que la pression de vapeur à 20 degrés Celsius est de 23 millibars. Alors, il se passe quoi? C'est que cette tension, cette molécule qui exerce une force équivalente à cette tension de vapeur qui est P0O, ou bien cette pression de vapeur, elle veut quitter la phase liquide pour aller à l'air. Pourquoi? Pour équilibrer le système.
il faudrait que, par la suite, que P0, la pression de vapeur à 20 degrés Celsius, elle doit être égale à la pression partielle de l'eau se trouvant dans l'eau. C'est-à-dire il faut que des molécules quittent la phase liquide vers la phase vapeur. Donc à l'état initial, qu'est-ce qu'on a? Et c'est parce que la pression de vapeur elle est supérieure à cette pression partielle, c'est que le liquide n'est pas en équilibre avec sa vapeur. Et donc le processus de vaporisation se déclenche. Donc, le processus d'évaporation se déclenche. Pour chercher l'équilibre, c'est-à-dire que la pression partielle équilibre la pression de vapeur saturante. Il faut que la pression partielle augmente, donc la fraction molaire d'eau augmente, donc il faut que l'eau s'évapore. Il y a deux cas possibles. La pièce dans laquelle se trouve le récipient est très grande, donc forcément la quantité d'eau qu'il faut évaporer pour équilibrer la pression de vapeur, elle est très grande par rapport à N0 qui se trouve dans le liquide, et ce qui fait que toute l'eau va s'évaporer. Maintenant, si la pièce dans laquelle se trouve le récipient est petite, la quantité d'eau à évaporer pour équilibrer la pression partielle, ou bien, pardon, par équilibrer la pression de vapeur, appelée tension de vapeur, est inférieure à la quantité de matière d'eau dans les liquides. Donc on arrive à l'équilibre avant la fin de la quantité d'eau liquide. Et donc le phénomène d'évaporation s'estompe ou s'arrête à un moment donné où la pression partielle devient égale à la tension de vapeur. On dira alors que l'air est saturé en eau. Et donc, pour conclure, que ce qui est vrai pour un corps pur, ce qu'on a vu dans le cours de transition liquide-vapeur, ne l'est pas pour un mélange. Ici, on a de l'eau et de l'air se trouvant au-dessus de l'eau liquide. Ce liquide tend toujours à être en équilibre avec sa vapeur. Il tend donc à être surmonté par la vapeur saturée. Et par conséquent, la pression partielle de ce corps dans la phase gazeuse sera donc égale à la pression de vapeur saturante. C'est une question d'équilibre. La pression partielle égale la pression de vapeur. Et vous remarquez qu'elle est dépendante de la température de l'environnement. C'est-à-dire, si la température de l'environnement augmente, forcément la pression de vapeur va augmenter, et donc il y a le processus d'évaporation se déclenche pour équilibrer la pression partielle de l'eau. Si la température du milieu diminue, la pression de vapeur diminue, et donc on aura un phénomène de condensation. Et c'est le rapport entre équilibre, entre tension de vapeur et pression partielle de l'eau, et la pression du mélange. Comme notre application de la loi des gaz parfaits pour les mélanges, c'est le calcul de la masse molaire d'un mélange, la masse que pèse une mole d'un mélange. Donc nous savons que N1, le nombre de moles du constituant 1, est égal à la fraction molaire
de ce constituant fois le nombre total de moles du mélange. Cette règle est appliquée pour tous les constituants, N2 jusqu'à Np. Et on déduit la masse de chaque constituant par la relation la masse du constituant 1 égale le nombre de moles 1 multiplié par sa masse molaire 1. Aussi, la règle est appliquée à tous les constituants, sachant que grand M, c'est la masse molaire. La masse totale du mélange est donnée par la somme de la masse de tous les constituants. Elle est aussi, donc en remplaçant les M1 par la relation de N1 fois M1 plus N2 fois M2 plus Np fois grand Mp. Et si nous remplaçons le nombre de moles du constituant par la relation des fractions molaires et le nombre total du mélange, en sortant le nombre total du mélange en facteur, nous obtenons la masse totale qui égale le nombre total de moles du mélange multiplié entre parenthèses la somme pondérée des fractions molaires y1 fois grand M1 plus y2 fois grand M2 plus yp fois grand Mp. Et sachant que la masse molaire du mélange, c'est le rapport de la masse totale du mélange sur le nombre total du mélange, on en déduit que la masse molaire du mélange, c'est la fraction, bien c'est la somme pondérée, la fraction molaire du constituant 1 fois sa masse molaire, plus la fraction molaire du constituant 2 fois sa masse molaire, jusqu'à ce qu'on arrive à le constituant P. Comme application numérique, nous reprenons l'exemple de l'air sec, composé de 20% d'oxygène et de 80% d'azote. Et sachant que la masse molaire de l'oxygène c'est 2 fois 16 et la masse molaire de l'azote c'est 2 fois 14, on obtient, après calcul, la masse molaire de l'air sec connue de 29 grammes par mol. Vous pouvez trouver dans les livres, dans Internet ou dans la littérature que la masse molaire de l'air est légèrement plus grande que 29 grammes. Pourquoi? Parce qu'ici on a considéré seulement l'oxygène et l'azote, l'air sec. Donc, si on rajoute de la vapeur d'eau, de l'argon, de monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone, on trouvera une masse molaire proche de 30. Dans cette dernière diapositive, cette partie du cours, nous revenons à la notion de débit. Et je vous ai dit que dans l'industrie, on formule les rejets de gaz en forme de débit volumique, particulièrement dans les conditions normales, sans qu'on rapporte la température, la pression réelle. Et pour ceci, on a besoin aussi de donner les quantités de matière, ou bien les fractions molaires, ou bien les concentrations des constituants dans ce mélange gazeux rejeté par l'industrie. Et pour ceci, nous utilisons une définition, une loi qui s'appelle la loi d'Amagat. Alors, la loi d'Amagat, elle est obtenue par une expérience qui ressemble à celle de la loi de Dalton. Nous reprenons notre mélange de gaz constitué de 3 particules et qui sont sous les conditions du mélange pression, température et de volume. Alors, contrairement à la loi de Dalton, où nous maintenons la pression, nous maintenons le volume et la température du mélange, pour l'expérience d'Amagat, nous maintenons la température et du mélange. C'est-à-dire, nous allons isoler une particule en maintenant la pression du mélange et la température du mélange.
Par conséquent, le volume qu'occupe la particule va changer. Par ceci, on peut réécrire les rapports des équations partielles et l'équation du mélange comme ceci. Donc, si on divise la première équation P fois V1 fois N1 fois RT sur l'équation du mélange, on obtient un rapport de volume, sachant que V1 c'est le volume du constituant seul dans les conditions du mélange, et la pression du mélange, sur le volume du mélange, égale le rapport entre le nombre de moles du constituant sur le nombre total du mélange. Et ce dernier rapport, c'est la fraction molaire. Alors, par définition, la loi d'Amagat, elle permet d'obtenir un rapport de volume du constituant par rapport à son volume de mélange en fonction de la fraction molaire. Et le volume du constituant est appelé volume partiel. Donc, dans la loi d'Amagat, le volume partiel d'un constituant d'un mélange gazeux est égal au produit au titre molaire de ce constituant par le volume total. Donc on peut déduire une règle que cette loi d'Amagat est beaucoup plus appliquée au système ouvert et la loi Dalton est appliquée au système fermé. La loi de Dalton correspond à écrire la pression partielle en fonction de la fraction molaire, et la loi d'Amagat, c'est la relation entre le volume partiel en fonction des fractions molaires. Il faut faire attention en précisant les conditions de l'utilisation de chaque loi.